Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Cette semaine, je voudrais commencer l'émission par une note de félicitations à un pays frère. Il s'agit au fait de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a défrayé les manchettes ces jours-ci pour une bonne cause. La cause de la solidarité avec les Palestiniens. Vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, eh bien, au cours de ces derniers jours, l'Afrique du Sud a officiellement porté plainte, avec raison quant à moi, contre l'État d'Israël pour génocide sur les Palestiniens de Gaza à la Cour internationale de justice. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle. Et surtout, quel bel exemple de solidarité entre les peuples opprimés contre les peuples oppresseurs, car c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai que les grands médias, les médias qui sont d'ailleurs sous le contrôle des intérêts juifs nous font croire que l'État d'Israël est un État opprimé, c'est un État victime, n'est-ce pas? Autant de foutaises, autant de baratins qu'on nous balance à la figure, au fait, qui sont une insulte à l'intelligence, à savoir que l'État d'Israël est menacé par les Palestiniens, l'État d'Israël serait une victime, n'est-ce pas, de son sort, en sorte qu'il faut supporter l'État d'Israël. Non, c'est le contraire. Et lorsque vous avez un pays de l'Afrique, l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe, lorsque vous avez un peuple dont toute l'histoire est marquée par l'oppression, un peuple qui a subi l'oppression et qui se lève aujourd'hui pour porter plainte contre un peuple oppresseur, l'État d'Israël, contre d'autres opprimés, je ne peux que m'en réjouir. À première vue, vous dites, mais quel lien y a-t-il entre des Sud-Africains
et des Palestiniens. Ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas d'histoire commune. Pourquoi l'Afrique du Sud a-t-elle porté plainte contre, n'est-ce pas, l'État d'Israël, risquant ainsi de provoquer l'ire des pays occidentaux? Eh bien, l'Afrique du Sud le fait au nom de la solidarité entre les peuples opprimés. Voilà une bonne nouvelle. Voilà un exemple que tous les pays opprimés devraient suivre. Et vous allez voir, lorsque je vous aurai présenté la chose en détail, eh bien, il y a deux camps qui se dessinent. C'est toujours les mêmes. Il y a le camp des oppresseurs, camp dans lequel se trouve évidemment Israël. Il y a le camp des opprimés. Et vous allez voir que dès lors que l'Afrique du Sud a porté plainte à la Cour internationale de justice contre Israël, eh bien, les camps se sont littéralement démontrés. Ils ont montré leur couleur. Les États-Unis s'objectent comme de raison, l'Angleterre s'objecte comme de raison, le Canada qui est un pays, si vous voulez, valet, un pays laquais des États-Unis, hésite, en sorte que Trudeau a un double discours, mais je vais vous présenter une liste non exhaustive de pays opprimés qui disent oui, c'est une bonne chose, nous soutenons, nous supportons l'action de l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël en ce qui est un génocide. Et là, la Cour internationale de justice devra prouver qu'elle a encore de la pertinence. Vous vous souvenez quand il y avait, au plus fort de la guerre de la Russie contre les Ukrainiens, eh bien, ces instances internationales de l'ONU se sont empressées d'émettre un mandat d'arrêt international contre Poutine. On va voir si à la Cour internationale de justice, on va émettre aussi un mandat d'arrestation contre ce boucher qui est devenu, contre ce boucher qui a toujours été Benyamin Netanyahou, mais contre l'État boucher qui est devenu l'État d'Israël, en ce qu'il pratique rien de moins qu'un nettoyage ethnique, en ce qu'il pratique rien de moins qu'un génocide contre les Palestiniens. Bravo à l'Afrique du Sud pour si vous voulez, cette posture de solidarité, et je vais aller au-delà de cette action que l'Afrique du Sud entreprend contre l'État d'Israël, remonter à l'histoire d'oppression d'Israël contre les Sud-Africains. Car ce que vous ne savez pas, lorsque l'Afrique du Sud, l'État blanc, n'est-ce pas, le gouvernement blanc qui régnait en Afrique du Sud pratiquait l'apartheid contre, n'est-ce pas, les Noirs de l'Afrique du Sud, qui étaient et qui sont encore majoritaires, l'Afrique du Sud blanche pouvait compter sur un allié indéfectible, l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'État d'Israël est devenu un État génocidaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'État d'Israël est devenu un État oppresseur. Toute l'histoire de l'État d'Israël est une histoire d'oppresseurs contre des opprimés. Il faudra à un moment donné qu'on dise les vraies affaires et il faudra forcer les instances internationales à agir pour la justice. Et si elles ne le font pas, on se tournera tout simplement vers autre chose. Déjà, ces institutions qui datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les Bretton Woods Institutions, les institutions de Bretton Woods qui ont été mises en place par les pays vainqueurs de la Seconde Grande Guerre, pays vainqueurs, les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. Eh bien, toutes ces instances-là sont manipulées justement par les États-Unis en sorte qu'elles ne produisent plus, elles ne constituent plus, je ne sais même pas si elles l'ont déjà été, en tout cas, elles ne sont plus des instruments de justice, elles sont tout simplement des instruments aux mains des Occidentaux contre la majorité des humains. Donc bravo à l'Afrique du Sud pour avoir intenté cette action contre l'État génocidaire d'Israël et nous allons voir un ensemble de pays, un ensemble d'organisations qui soutiennent cette action sud-africaine contre l'État d'Israël et d'autres pays qui disent non, on n'est pas d'accord, c'est plutôt l'État d'Israël, mon œil, qui est l'État victime d'oppression. On s'arrête ici, j'ai annoncé les couleurs. Très belle émission en perspective, ne vous inquiétez pas, on va quand même entrer en Haïti, mais si je parle de la solidarité entre les peuples opprimés,
il faudrait bien que je me décolle d'Haïti pour m'intéresser à ce qui se fait ailleurs aussi. Car il n'y a pas que les Haïtiens qui soient opprimés, il y a les Palestiniens qui le sont, il n'y a pas que les Palestiniens qui le soient, il y a les Africains. Et ce que je suggérerai à la fin de l'émission, c'est une coalition des peuples opprimés contre les oppresseurs. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Et si nous nous liguons contre eux, c'est eux qui devront admettre qu'ils sont les plus faibles. Je vous invite donc à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Et oui, ce matin encore, comme à tous les dimanches, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de parler de la solidarité entre les peuples opprimés contre les peuples oppresseurs. C'est très intéressant de faire un peu d'histoire, car ce qu'on constate dans les médias, c'est une coalition justement pour bafouer la vérité. C'est une coalition pour gommer, si vous voulez, la mémoire historique. En sorte que jamais vous ne verrez dans les grands médias des reportages qui vous présentent la vérité vraie sur les tactiques d'Israël, les tactiques d'oppression d'Israël, la vérité vraie sur la posture génocidaire, la posture de nettoyage ethnique qu'a toujours eu Israël dans toute son histoire récente, c'est-à-dire depuis 1947. Et plutôt que de partir d'Israël aujourd'hui, je vais partir de l'Afrique du Sud. Et vous allez comprendre que ce qu'Israël fait aujourd'hui, il l'a toujours fait. Il a soutenu d'autres peuples qui, eux, pratiquaient des nettoyages ethniques. Bon, alors, je vous conduis en Afrique australe, je vous conduis en Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud a fait parler d'elle au cours des années 70, si l'Afrique du Sud a fait parler d'elle au cours des années 80, au cours des années 90, c'est parce qu'il y avait ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un congrès national africain, hein, une alliance entre les frères africains qui subissaient l'apartheid. Imaginez, les Noirs sud-africains sont majoritaires, d'une majorité écrasante dans leur pays, et pourtant, jusqu'à essentiellement les années 80, les Blancs, hein, minoritaires, avaient tout pour eux. D'abord, ils contrôlaient le pouvoir politique, hein, ils contrôlaient le pouvoir économique, ils contrôlaient les ressources de ce pays. Et là, on parle d'un pays extrêmement riche, là, l'Afrique du Sud, l'un des plus riches de l'Afrique d'ailleurs, en termes de diamants ou autre chose, pas vrai? Et pourtant, ce pays-là, majoritairement noir, était contrôlé, gouverné par un petit groupe de Blancs. Et pour s'assurer que les Noirs jamais n'auraient de contrôle politique, pour s'assurer que jamais les Noirs n'auraient, si vous voulez, le contrôle de leur destin politique, eh bien, ils ont mis en place une politique d'apartheid, c'est-à-dire noir entre noirs, blanc entre blancs, pas de mélange possible entre les noirs et les blancs, et une oppression systématique, une oppression systémique, une oppression totalitaire des blancs contre les noirs.
Et donc, puisque les Noirs n'ont jamais accepté, n'est-ce pas, cette oppression, puisque les Noirs n'ont jamais accepté cette persécution, ce nettoyage ethnique au niveau de l'État, eh bien, il y a toute une série d'hommes et de femmes, toute une série d'organisations sud-africaines qui se sont dressées contre ce régime totalitaire de l'Afrique du Sud blanche. Et donc, on va entendre parler de Nelson Mandela, pas seulement de Nelson Mandela, qui rapidement va prendre le leadership, n'est-ce pas, du Congrès national africain, qui va utiliser la lutte armée contre l'État sud-africain blanche pour, si vous voulez, se délivrer de l'oppression de l'État. Je veux rendre hommage ici à ce frère du Zimbabwe, Robert Mugabe, hein, qui était pendant longtemps, et peut-être l'est-il encore, même s'il est mort, le chef d'État le plus diplômé. Hein. Malgré l'image mais très rocambolesque, l'image très caricaturale que l'Occident a dressée contre Robert Mugabe, c'était le chef d'État le plus lettré, le chef d'État le plus diplômé peut-être de toute l'histoire. Hein? Et donc, pour revenir à l'Afrique du Sud, tandis que les Sud-Africains luttaient contre l'apartheid mis en place par l'État sud-africain blanc, eh bien, il y avait le Zimbabwe de Robert Mugabe qui aidait justement le Congrès national africain, l'ANC, n'est-ce pas, l'African National Congress, qui aidait les hommes de Nelson Mandela à lutter contre l'apartheid de l'Afrique du Sud en fournissant des armes, en fournissant des ressources humaines à nos frères sud-africains. Et donc, je vous ai parlé dans l'introduction de deux camps. Très rapidement, les pays opprimés ont compris qu'il y avait quelque chose là, parce que ce n'est pas normal que l'Afrique du Sud soit majoritairement habitée par des Noirs, mais des Noirs qui sont opprimés, des Noirs qui subissent l'apartheid aux mains d'un petit blanc, d'un petit groupe de Blancs qui, eux, ont tous les privilèges, etc. Mais je vous disais que très rapidement, les clans vont se dessiner. On va avoir des pays qui vont supporter la lutte des Sud-Africains contre les Blancs. Et vous allez aussi avoir des pays qui vont supporter l'État sud-africain, l'État apartheid des Sud-Africains contre la majorité des Noirs sud-africains. Et imaginez, évidemment, les États-Unis, cela ne vous étonne pas, ont soutenu pendant longtemps, n'est-ce pas, l'État sud-africain de l'apartheid. L'Angleterre de Margaret Thatcher a supporté aussi, n'est-ce pas, l'État ségrégationniste de l'Afrique du Sud. Mais un pays dont on ne parle pas souvent, qui a offert un support indéfectible à l'Afrique du Sud de l'apartheid de Peter Botha, c'est l'État d'Israël. Quand il y avait à un moment donné une certaine réticence à vendre des armes à l'État sud-africain, Israël vendait des armes à l'État sud-africain. Quand il y avait une certaine réticence à vendre des technologies d'espionnage à l'État sud-africain, eh bien l'État d'Israël vendait à l'État sud-africain des technologies d'espionnage. Et l'État d'Israël est allé jusqu'à vendre des armes nucléaires, est allé jusqu'à vendre des technologies chimiques à l'État sud-africain de Peter Botha, de manière à mater la lutte pour la libération des Sud-Africains noirs contre l'apartheid. Donc, très rapidement, dans son histoire, l'État d'Israël a pris position pour les États oppresseurs de ce monde contre les États opprimés. Si vous vous rappelez que l'État d'Israël a été fondé officiellement en 1947-1948,
Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une trentaine d'années plus tard seulement, c'est l'affaire d'une génération, le même État d'Israël qui s'était plaint devant les Nations Unies d'être un peuple sans territoire, un peuple qui a roulé sa bosse de par le monde, a toujours en quête d'un territoire, toujours en quête d'un ancrage, pouvez-vous imaginer que ce même État qui a vu le jour en 47, une trentaine d'années, une quarantaine d'années plus tard, allait prendre position pour les oppresseurs contre les opprimés. Eh bien, c'est ce que l'État d'Israël a fait. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. En sorte que Nelson Mandela a eu le génie de dire, lorsqu'il est sorti de prison après 27 ans, et qu'il a accordé une entrevue, n'est-ce pas, très médiatisée d'ailleurs, il a dit ceci, écoutez bien, si vous voulez comprendre la posture de l'Afrique du Sud aujourd'hui contre l'État génocidaire d'Israël, il faut remonter à 60 ans de cela, lorsque Nelson Mandela a fait cette déclaration coup de poing en disant que la libération des Sud-Africains noirs ne sera totale que lorsque la Palestine elle-même sera libérée. Mais quel courage! Géographiquement, la Palestine n'a pas grand-chose à voir avec l'Afrique du Sud australe. Historiquement, on ne peut pas dire que ce soit deux peuples qui aient eu, si vous voulez, une histoire commune. Et pourtant, Nelson Mandela a eu le génie, Nelson Mandela a eu la solidarité instinctive de dire que les Sud-Africains ne seront vraiment libérés que lorsque les Palestiniens eux-mêmes seront libérés contre l'oppression de l'État d'Israël. En sorte que, très rapidement, Nelson Mandela a semé dans l'esprit des Sud-Africains l'idée de solidarité. Lorsque nous, les Sud-Africains, on se battait contre l'oppression de l'État, n'est-ce pas, sud-africain, quand on se battait contre l'apartheid, les États-Unis prenaient position contre nous, l'Angleterre prenait position contre nous, l'État d'Israël prenait position contre nous. Eh bien, maintenant que nous avons eu gain de cause, en sorte que nous avons retrouvé notre destin politique, nous avons retrouvé nos droits politiques, nous ne devons pas oublier non plus nos frères palestiniens qui continuent d'être opprimés, qui continuent de subir l'apartheid aux mains de l'État d'Israël, en sorte que Nelson Mandela a dit ceci, notre libération en tant que Sud-Africains ne sera totale que lorsque les Palestiniens eux-mêmes seront libérés. Mais quelle grandeur d'âme de la part de Nelson Mandela. Mais quelle vue panafricaine aussi de la libération sur les lèvres de Nelson Mandela. Vous savez, il est coutumier chez les Occidentaux de se mettre ensemble quand ils pillent. Les Occidentaux pillent ensemble. Vous n'allez jamais voir les États-Unis prendre position contre la France dans son exploitation de l'Afrique francophone. C'est effectivement après la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à parler de la décolonisation de l'Afrique. D'ailleurs, dans les accords secrets passés entre le président américain et le premier ministre britannique Churchill, il était question de libérer l'Afrique. Mais lorsque les Anglais, lorsque les Américains parlaient de libérer l'Afrique, ils ne pensaient pas à redonner aux Africains le contrôle parfait, le contrôle absolu de leurs ressources. Les États-Unis voulaient, eux, leur part du gâteau aussi, car jusqu'à présent, le monde était partagé, l'Afrique en particulier était partagée entre les Anglais d'une part, qui avaient la grosse part du gâteau, et la France.
Et les États-Unis se disaient, écoutez, nous, on se bat à vos côtés pour chasser les nazis. Ce n'est pas vrai qu'après, n'est-ce pas qu'à la fin de cette Seconde Guerre, on va rester très loin de ce grand gâteau qu'on appelle l'Afrique. Il faudra redessiner le monde de manière à ce qu'on aille chercher notre part. Et De Gaulle a compris cela, que les États-Unis, eux aussi, voulaient être présents en Afrique. Ce qu'il a fait, c'est de permettre d'une part la décolonisation, mais de reprendre tout le gâteau des pays africains francophones par ce qu'on appelle la France-Afrique. Des accords secrets entre des dirigeants pantins africains que la France plaçait, n'est-ce pas, elle-même à la tête de l'Afrique, des accords secrets au terme desquels le sous-sol des pays africains, les ressources des pays africains, les hommes d'États africains seraient choisis par la France, rien de moins. Et donc je disais, l'Occident a pour coutume de piller avec des Occidentaux. Les Occidentaux ne se dénoncent pas entre eux quand il y a pillage. Ils ne se dénoncent pas entre eux quand il y a oppression. Ils ne se dénoncent pas entre eux, n'est-ce pas, quand il y a vol. Au fait, tout le système capitaliste repose sur l'exploitation. Tout le système capitaliste repose sur le pillage. Tout le système capitaliste repose entre eux, enfin, sur le vol. Il n'y a que nous, les peuples opprimés, qui menions notre lutte seuls. Ainsi, vous allez retrouver, n'est-ce pas, des peuples algériens lutter seuls contre la colonisation française. Les Algériens se sont battus quasiment seuls contre la France pour récupérer, pour recouvrer leur destin politique. Eh bien, les Sud-Africains ont mené seuls aussi, bien sûr, je l'ai dit, ils pouvaient compter sur les armes, n'est-ce pas, du Zimbabwe, mais en gros, les Sud-Africains ont mené seuls leur lutte pour leur libération. Mais Nelson Mandela a compris que non. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change de modèle dans notre lutte contre les oppresseurs. Car si les oppresseurs s'entendent entre eux pour nous piller, si les oppresseurs s'entendent entre eux pour nous exploiter, si les oppresseurs s'entendent entre eux, n'est-ce pas, pour nous assassiner, il faut que nous, les opprimés aussi, nous nous mettions ensemble pour nous battre contre les oppresseurs. Car c'est une question de chiffres. C'est une question de mathématiques. Les peuples opprimés sont plus nombreux que les peuples oppresseurs. Voilà pourquoi les oppresseurs ne veulent pas que les opprimés se mettent ensemble. Et si jamais les peuples opprimés suivaient l'instinct, si jamais les peuples opprimés suivaient, n'est-ce pas, le conseil de Nelson Mandela, il y a longtemps que le monde changerait de face, il y a longtemps que les oppresseurs réaliseraient qu'ils sont en fait les plus faibles et que nous, les opprimés, nous sommes les plus forts. D'où tout le charme, d'où toute la pertinence de la déclaration de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud ne sera vraiment libre que lorsque la Palestine elle-même sera libérée. Cette déclaration, Nelson Mandela l'a faite il y a 60 ans et pourtant, la Palestine n'est toujours pas libérée. Et pourtant, la Palestine est toujours oppressée par qui? Par l'État d'Israël, avec la complicité d'autres États oppresseurs comme les États-Unis, d'autres États oppresseurs comme la France, d'autres États oppresseurs comme, si vous voulez, l'Angleterre, d'autres États, n'est-ce pas, oppresseurs comme le Canada, qui ferment les yeux sur ce que Israël est en train de perpétrer en Palestine, c'est-à-dire un génocide, c'est-à-dire un nettoyage ethnique. Il faut appeler un chat, il faut appeler les choses par leur nom, il faut se dire les vraies affaires, quoi. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi.
Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Il s'agit donc de nettoyage ethnique. Israël est en train d'effacer tout un peuple. Israël est en train d'éliminer tout un peuple pour avoir plus de territoire. En ceci, je vous pose la question, quelle différence y a-t-il entre Benjamin Netanyahou et Adolf Hitler? Je vous pose la question en vous regardant dans les yeux. Quelle différence y a-t-il entre l'État nazi d'Allemagne et l'État nazi de Benjamin Netanyahou? Aucune différence. Lorsqu'Adolf Hitler voulait se débarrasser des Juifs, il évoquait des prétextes que Benjamin Netanyahou est en train d'évoquer aujourd'hui. D'abord, Adolf Hitler disait, écoutez, que si l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale, c'est parce que, justement, les Juifs leur avaient donné aux Allemands, leur avaient planté un poignard dans le dos. Et conséquemment, n'est-ce pas, les Allemands de l'État nazi d'Adolf Hitler ont commencé à traiter les Juifs de toutes sortes de noms, de cafards, d'animaux, etc. Prenez le temps de réécouter les discours officiels de Benjamin Netanyahou. Prenez le temps d'écouter les discours officiels du ministre de la Défense de l'État d'Israël, qui n'est rien de moins qu'un boucher. Vous allez entendre exactement le même discours. Mais quelle ressemblance discursive! Écoutez, les Palestiniens représentent une menace pour la sécurité de l'État d'Israël, précisément ce que les Allemands nazis disaient des Juifs. Aussi longtemps qu'il y a des Juifs parmi nous, en Allemagne, eh bien, notre sécurité ne sera jamais entière. Et Adolf Hitler disait, aussi longtemps qu'il y a, n'est-ce pas, des Juifs dans le monde, eh bien, les Allemands seront toujours menacés. Donc, pour notre sécurité à nous, comme Allemands, il nous faut détruire les Juifs. Exactement ce que Benjamin Netanyahou et son boucher de ministre de la Défense disent. Adolf Hitler et ses sbires traitaient les Juifs d'animaux, de cafards, de rats. Si vous reprenez les discours, ce que je fais, vous prenez le temps d'écouter les discours répugnants de Benjamin Netanyahou, les discours répugnants, n'est-ce pas, du ministre de la Défense de l'État d'Israël, il traite les Palestiniens d'animaux, de rats, d'animaux sauvages, etc. Waouh! 1945, c'est hier, ça. Ça fait pas 500 ans qu'on a eu la Seconde Guerre mondiale. Ça fait pas 100 ans qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Nous avons tous étudié ces discours à l'école et moi, comme historien, j'ai pris le temps de comparer les discours. Il y a une ressemblance parfaite, il y a une similitude parfaite entre les discours de Benjamin Netanyahou et les discours de Adolf Hitler. Alors, trouvez-moi la différence. Mais regardons les tactiques de l'État nazi de Benjamin Netanyahou contre les Palestiniens. Les Allemands disaient qu'il nous faut aller chercher les Juifs où qu'ils se trouvent. Tous les Juifs deviennent des ennemis de l'État allemand. Qu'ils soient soldats, qu'ils soient civils, on s'en fout. Ce sont les Juifs qui représentent une menace pour les Allemands. Mais c'est exactement ce que dit Benjamin Netanyahou. Il ne s'agit plus de se battre contre les soldats du Hamas. Il ne s'agit pas de se battre contre les soldats palestiniens. Pour Benjamin Netanyahou, qui est un nazi, et son non moins nazi ministre de la Défense, ce sont tous les Palestiniens qui sont des ennemis d'Israël. Et donc, il y a là crime de guerre. Et donc, il y a là génocide.
C'est intéressant de voir que des termes comme le génocide, des termes comme génocide culturel, ces termes-là ont été inventés justement après la Seconde Guerre mondiale pour répondre à ce qu'ont subi les Juifs sous le régime nazi. Aujourd'hui, c'est l'État d'Israël qui est en train de perpétrer les mêmes crimes à la face du monde. Et là, vous entendez des médias imbéciles, des médias complices, vous entendez des États oppresseurs continuer de nous raconter ce qui est une insulte suprême. Israël a le droit de se défendre. Non, il ne s'agit pas de défense. Il ne s'agit pas de légitime défense. Il s'agit de génocide. Il s'agit de nettoyage ethnique, mon Dieu. Les choses ont leur sens. Quand il s'agissait de légitime défense, c'est un principe en droit naturel, c'est un principe dans le droit international. Quand on parle de légitime défense, la première notion, le premier principe qui vient en tête quand on prend des cours de droit, c'est le principe de la proportionnalité. Si tu m'infliges, si vous voulez, une gifle, au nom de la légitime défense, je peux t'en donner une aussi à la rigueur d'eux. Mais je n'ai pas le droit, au nom de la légitime défense, parce que tu me fais, n'est-ce pas, parce que tu m'infliges une gifle, je n'ai pas le droit de tirer mon bazooka et de vous cribler de balles et de cribler de balles toute ta famille sous prétexte que j'ai reçu une gifle. Qu'est-ce qu'on fait du principe de la proportionnalité? Les hommes du Hamas qui sont en réaction, là encore, il faut replacer les choses. Il faut remettre les choses à leur place. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous étiez palestinien en Gaza? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez membre d'une organisation comme le Hamas? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez membre d'un gouvernement du Hamas? Car le Hamas a déjà formé le gouvernement, un gouvernement démocratique et légitime. Tous les jours, vous voyez l'État d'Israël vous voler une partie de votre terre. Tous les jours, vous voyez des colons juifs débarquer dans votre territoire, tuer vos enfants, car c'est ce que fait l'État d'Israël en Palestine. Vous voyez des colons juifs débarquer, n'est-ce pas, dans votre territoire, voler justement vos terres, car il y a vol de terre. La résolution de l'ONU avait prévu que la Palestine appartiendrait à 55% à l'État juif et à 45% à l'État palestinien. Aujourd'hui, l'État d'Israël occupe 85% du territoire palestinien. Mais ça s'appelle du vol. Et à chaque fois que les Palestiniens, à chaque fois que, si vous voulez, l'Organisation pour la libération de la Palestine, par le passé, et aujourd'hui l'État palestinien, qui est un État observateur dans l'ONU, n'est-ce pas, réclame sa part de terre conformément à la résolution de l'ONU, l'ONU a pris des résolutions molles de l'Assemblée générale. Mais jamais le Conseil de sécurité n'a pris position contre le vol et le pillage et le nettoyage ethnique de l'État d'Israël. En sorte que vous avez un État pilleur qu'est l'État d'Israël qui vole le territoire des Palestiniens. À un moment donné, les amis, à un moment donné, la légitime défense est de droit. La légitime défense est un principe naturel, mais le Hamas réagit. Vous ne pouvez pas vous contenter de condamner la réaction du Hamas sans condamner d'abord le vol, le pillage systématique, le vol et le pillage systémique de l'État d'Israël. À un moment donné, les peuples opprimés doivent être solidaires avec les autres opprimés. Et moi, en tant qu'Haïtien, je suis solidaire avec les Palestiniens. Admettons que l'État d'Israël ait le droit, comme tous les peuples, de se défendre. Admettons que l'État d'Israël ait le droit lui aussi d'évoquer la légitime défense. La légitime défense vient toujours avec le principe de la proportionnalité. Pour 2000 Juifs qui sont pris en otage ou qui ont été tués, Israël est en train de détruire tout un peuple. Israël est en train d'effacer de l'histoire, n'est-ce pas, toute une ethnie de la Palestine, et personne ne dit rien, et vous continuez à nous insulter en répétant qu'Israël a le droit de se défendre. Non, en droit, il y a la proportionnalité, et Israël a dépassé les bornes. Et puisqu'Israël a dépassé les bornes, il faut appeler les choses par leur nom. Israël est un État génocidaire. C'est un génocide qui est en train d'être perpétré contre les Palestiniens. C'est un nettoyage ethnique
qu'Israël est en train d'opérer avec la complicité des Américains, avec la complicité des Anglais, avec la complicité des Canadiens et des Français. Même si Macron essaie de tenir un double discours, il le fait pour éviter que des Arabes, qui sont plus ou moins nombreux en France, n'est-ce pas, ne se mettent à faire sauter des bombes. Mais c'est de l'hypocrisie. Même si Trudeau au Canada a commencé par dire qu'Israël est allé trop loin, mais vous avez bien vu que dès que l'Afrique du Sud a porté plainte à la Cour internationale de justice contre l'État d'Israël, eh bien, toute la solidarité de Trudeau avec la Palestine s'est fondue comme neige au soleil, c'est le cas de le dire. Dans les années 90, nous avons découvert l'horreur de ce qu'on appelle le nettoyage ethnique. Que ce soit en Europe, là, dans l'ancienne Yougoslavie, ou en Afrique, n'est-ce pas, au Rwanda. J'ai bien dit l'horreur. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement. www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Mais l'horreur du génocide d'Israël sur les Palestiniens n'en est pas moins grande. Pourquoi le monde a versé des larmes de crocodile quand il y avait ce génocide dans l'ex-Yougoslavie? Pourquoi le monde a versé après coup, c'est le cas de le dire, a posteriori des larmes contre le génocide rwandais? Parce que c'est après coup, tout le monde sait que c'est l'État français. Je leur ai dit, tout le monde sait que c'est l'État français qui a provoqué le génocide au Rwanda. Et après, le monde a versé des larmes de crocodile sur le génocide de Rwanda. Et ils vont avoir le même comportement. Si on laisse faire Israël, Israël va éliminer les Palestiniens de la Palestine et après, il y aura enquête, blablabla, il y aura motion de blâme, les mêmes foutaises, les mêmes insultes. Israël est un État génocidaire qui pratique le nazisme dans les mêmes termes qu'Adolf Hitler, en sorte qu'il n'y a pas de différence entre Adolf Hitler et Benjamin Netanyahou. Je voudrais citer notre frère aîné, ce Martiniquais, Aimé Césaire, qui disait une fois, et il a même écrit, selon vous, pourquoi le monde s'est révolté contre Hitler? Le monde ne s'est pas révolté contre Hitler parce que Hitler était plus oppresseur que les Américains. Hitler n'était pas plus oppresseur que les autres Européens. La gaffe qu'a commise Hitler, et j'ai dit, je suis en train de citer, n'est-ce pas, notre frère Aimé Césaire, c'est parce que Adolf Hitler a pratiqué le racisme à l'intérieur de la race blanche elle-même. Il a commencé par dire que les vrais Aryens, c'est nous, les vrais Blancs, c'est nous, les purs et durs, c'est nous. Et il pratiquait son racisme contre les Blancs eux-mêmes. Mais aussi longtemps qu'Hitler attaquait les Juifs, aussi longtemps qu'Hitler attaquait les communistes, aussi longtemps qu'il attaquait, n'est-ce pas, les obèses, aussi longtemps qu'il attaquait les homosexuels, tout le monde s'en foutait. Quand Hitler a commencé à assassiner les Juifs à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'Allemagne, les services de renseignement de la France, les services de renseignement des États-Unis le savaient, on se fermait les yeux là-dessus. Le papa du président Kennedy était, si vous voulez, n'est-ce pas, ambassadeur des États-Unis à Londres. Et il a transmis dans ses notes diplomatiques à son gouvernement, c'est vrai que Hitler est en train de tuer quelques Juifs en Europe, mais c'est pas grave, ce ne sont que des Juifs. Quand Hitler avait commencé à construire ces camps de concentration pour y déporter les Juifs, eh bien, les États-Unis avaient les photos de ces camps. Mais on n'a pas réagi. Quand est-ce que le monde a réagi? Je continue de citer, n'est-ce pas, Aimé Césaire. C'est lorsque le monde blanc a découvert que ce gars-là se prend pour plus blanc que blanc. S'il décide de voler avec nous, c'est pas grave. S'il pratique le racisme contre les autres, c'est pas grave. On va fermer les yeux sur ce qu'il fait. Mais qu'il ose dire qu'il est le seul vrai blanc,
Le peuple a rien, alors que nous serions, n'est-ce pas, des peuples secondaires. Non, on va se mettre contre lui pour qu'il nous reconnaisse comme vrais blancs aussi. Donc le monde ne s'est pas battu contre l'oppression, contre le racisme, contre l'injustice. C'est de la foutaise que les médias nous rapportent. L'Église elle-même s'est tue. Il y a des rapports et des livres extraordinaires qui sont écrits sur le comportement de duplicité du Vatican, qui est censé être une institution de moralité. Lorsqu'on a averti le pape sur, si vous voulez, les horreurs du nazisme, vous savez ce que le pape a dit? Écoutez, nous, on n'a pas d'armée et nous avons des œuvres d'art extraordinaires. On n'a pas d'armée, mais on a de l'or. On n'a pas d'armée, on a des richesses, on a des fortunes. Si on prenait officiellement position contre Hitler et qu'Hitler nous attaque, eh bien, nous, nos fortunes, on va les perdre. Et les nazis arrêtaient des juifs, littéralement, au bas de la fenêtre, ou des fenêtres, n'est-ce pas, du cité de Vatican, on laissait faire parce que c'était des juifs. À la rigueur, on sauvait 2 ou 3 d'entre eux par acquis de conscience. Alors, il n'y a pas de différence entre Hitler et Benjamin Netanyahou. Les États-Unis considèrent que les Palestiniens sont un problème. Vous entendez ça? Exactement comme les nazis parlaient. Quand Benjamin Netanyahou parle des Palestiniens, il en parle en termes de problème. Et pour moi qui suis intéressé à la similitude discursive entre Benjamin Netanyahou et Adolf Hitler, je suis interloqué par cela. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou parle des Palestiniens en termes de problèmes palestiniens. La France parle des Palestiniens en termes de problèmes palestiniens. Les Américains, cela va sans dire, parlent des Palestiniens en termes de problèmes palestiniens. Waouh, vous réduisez un peuple à un problème. Un peuple qui ne demande pas mieux que le droit de vivre sur son territoire paisiblement, vous réduisez son existence à un problème. Et vous savez quoi? Quand on a un problème, on le résout. Et c'est ce qu'Israël est en train de faire. Honte à Benjamin Netanyahou. Et s'il reste quelque chose de juste, j'en doute, au sein de la Cour internationale de justice, il faut condamner l'État d'Israël. Il faut émettre un mandat d'arrestation international contre Benjamin Netanyahou. Il nous faut savoir ceci. Si les peuples opprimés se battent chacun dans son camp, eh bien, la victoire ne sera jamais totale, la victoire ne sera jamais définitive. Notre victoire en tant que peuple opprimé ne sera totale que lorsqu'on reconnaîtra qu'on a une lutte commune. On se bat contre l'oppression parce que les oppresseurs, eux, ils s'entendent. Donc, ne venez pas me chanter à chaque année, vous savez, quand on s'approche de la date du déclenchement de la Deuxième Grande Guerre, on nous balance à la télévision publique, écoutez, des images de Juifs qui sont déportés. Mais franchement, ça me brise le cœur. Mais les Juifs ne sont pas les seuls déportés. On balance des Juifs qui ont subi le nettoyage ethnique. Bien sûr que ça me brise le cœur. Alors ce même élan de solidarité que les médias nous incitent à avoir pour les Juifs, pourquoi n'aurions-nous pas ce même élan-là de solidarité pour les Palestiniens? Est-ce qu'ils sont des cafards, des rats, comme Benjamin Netanyahou les appelle? Est-ce qu'ils sont un problème, comme le boucher du ministre de Défense d'Israël les considère? Non, ce sont des humains aussi. Et je sympathise. Je fais l'écho donc. Je fais écho à la phrase de Nelson Mandela. Notre libération en tant que peuple opprimé ne sera vraie, ne sera totale que lorsque les Palestiniens eux-mêmes seront libérés. Et vous avez vu tout le branle-bas que les Juifs exercent. Ce sont des intimidateurs. Hein. Benjamin Netanyahou, c'est un intimidateur. Et l'intimidation est un crime. Et vous voyez comment la juiverie internationale se ligue pour que tout le monde prenne position pour les Juifs. Non, je ne prendrai pas position pour les Juifs, car en tant qu'opprimé, je ne serai jamais du côté des oppresseurs, qu'ils soient Juifs, Américains, Canadiens, je m'en fous comme de l'an 40. Les Juifs sont les oppresseurs en Palestine. Il n'est pas jusqu'à cette présidente de l'université Harvard, cette haïtienne d'origine, qui n'a perdu son poste parce qu'elle a
hésiter à condamner en des termes non nuancés la réaction du Hamas contre Israël. Elle a raison. Gardez vos putains de postes faits pour des token black, des super tokens. Gardez-les, mettez-les là où je pense. Mais ce n'est pas vrai qu'on va plier les chines devant l'état intimidateur d'Israël. Ce n'est pas vrai qu'on va plier les chines devant l'intimidation de la juiverie internationale. Israël est un état bouché. Israël est un état génocidaire. Benjamin Netanyahou est un nazi. Et alors là, tous les principes d'autonomie, d'indépendance de l'université prennent le bord, hein. Il semble que l'université, dans un état de droit, devrait être autonome et indépendante. L'idée que le Congrès convoque la présidente d'une université libre, d'une université privée, pour venir répondre d'une question politique concernant le rapport génocidaire d'Israël avec la Palestine, c'est déjà le monde à l'envers. Je n'ai pas vu les universitaires qui sont tous des putains de lèche-cul. Je n'ai pas vu des universitaires regimber contre l'intrusion du politique dans la sphère universitaire. Je n'ai pas vu des universitaires dire, écoutez, on vient de traverser le Rubicon là, on vient de traverser une ligne rouge, l'université doit avoir son indépendance de fonctionnement. Les universitaires n'ont pas à prendre position pour ou contre l'État d'Israël. Ils ont lynché cette femme parce qu'elle est noire, parce qu'elle n'a pas osé prendre position pour Israël. Merde, je n'ai pas à prendre position pour Israël, je suis contre l'État génocidaire d'Israël. Je n'ai rien contre le peuple juif. Le peuple juif n'a rien en plus des autres. Les Juifs ne sont pas supérieurs aux Haïtiens, aux Palestiniens, non. Vous n'êtes pas inférieurs non plus, mais arrêtez de jouer à la victime là. Merde. On ne va pas comparer les horreurs. Mais mon peuple a subi plus de déportations que vous. Il y a eu plus de Noirs à être déportés que vous. Plus de Noirs à être assassinés que vous. Est-ce qu'on se plaint tous les jours, non? Pour 6 millions d'entre vous qui ont été assassinés, ce que je déplore. Vous faites la leçon morale à tout le monde. Moi, j'en ai perdu 300 millions en Afrique. Qu'est-ce que je fais? Parce que vous avez subi le nettoyage ethnique, vous êtes autorisé à faire subir le nettoyage ethnique aux autres. Mais voyons donc. Et des gens perdent leur poste parce qu'ils sont contre l'État d'Israël. Mais voyons. Vos postes, mettez-les là où je pense. Vous léchez du monde. La politique s'introduit dans la sphère universitaire, ce qui est en soi une ligne rouge. Les mêmes putains d'universitaires ferment leur gueule. Et s'il s'agissait d'une cause de noir, ah oui. Ah oui. Vous savez, il y a eu un mini-scandale au Canada, là. Parce que une élève s'est sentie avec raison froissée parce qu'une professeure de littérature, ou je ne sais plus, a utilisé le mot nègre. Il y avait une femme haïtienne, seule dans une salle de classe. Elle dit, écoutez, comme par hasard, je suis la seule femme noire ici. Vous parlez de nègre, vous parlez de nègre. Pour moi, c'est un terme offensant. Changez le terme. Avec raison. Et là, il y a eu une espèce de levée de bouclier de la part des universitaires lèche-cul, québécois ou canadiens. Non, il faut défendre l'indépendance universitaire. L'universitaire a le droit d'utiliser le terme qu'il veut. Même le gouvernement lèche-cul, mais non moins raciste de Legault, a dû prendre position pour protéger la liberté universitaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de noirs. Merde. Bande de racistes. Maintenant que le Congrès américain a forcé une présidente d'université à prendre position pour l'État d'Israël, vous fermez vos gueules. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une femme noire qui doit se défendre contre la juiverie internationale. Mais merde! Si c'est bon pour Pitou, ça devrait être bon pour Minou. Quand je vous dis que le monde est écœurant, le monde pue, les Occidentaux volent entre eux, ils puent entre eux, ils pillent entre eux, ils puent entre eux. Ils pratiquent l'injustice, ils puent entre eux. Et nous, les opprimés,
nous hésitons toujours à nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble et prendre position pour les autres opprimés. Ici, il s'agit des Palestiniens. Je suis pour les Palestiniens contre l'État génocidaire d'Israël. Évidemment, si vous voulez déformer mes paroles, c'est votre putain de problème. J'ai rien contre le peuple juif. Le peuple juif n'a rien en plus que les autres. Ils n'ont rien en moins, les juifs, mais ils n'ont rien en plus non plus. Mais je déteste, d'une parfaite détestation, l'État génocidaire de Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est clair? Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Vous savez, ce réflexe de solidarité entre les opprimés, nos ancêtres l'ont toujours eu. Évidemment, puisque je suis haïtien, ma première référence va être Haïti. Lorsque nos ancêtres se battaient contre l'esclavage, contre les esclavagistes, c'est-à-dire les Français, les Anglais, les Américains, etc., ils n'ont pas mené leur lutte que pour eux. Le père de la nation haïtienne, exemple, Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Jean-Jacques Dessalines disait « Pauvre Martiniquais, que ne puis-je voler à votre secours ?» Parce qu'au moment où nous, on a gagné la bataille contre l'esclavage, le génocidaire, le nazi avant la lettre, Napoléon Bonaparte, avait rétabli l'esclavage partout dans les Antilles, donc en Martinique. Et lorsque le père de la nation haïtienne a entendu cela, il a poussé ce cri de cœur « Pauvre Martiniquais, que ne puis-je voler à votre secours ?» Il n'est un secret pour personne que les premiers dirigeants haïtiens n'ont pas lésiné sur les moyens pour aider les autres peuples à se libérer eux aussi de l'esclavage. La Grande Colombie, ce qu'on appelait autrefois la Grande Colombie, le Venezuela et tous ces peuples-là ont bénéficié de l'aide haïtienne. Nous avons aidé les autres peuples en armes à se libérer, en argent, en ressources humaines. Même la Grèce nous doit sa liberté à nous les Haïtiens. Car l'Haïti de Boyer, même un Boyer, avait ce réflexe de solidarité avec les opprimés. L'Haïti de Jean-Pierre Boyer a aidé la Grèce.
à lutter contre ses oppresseurs. Donc ce réflexe qui consiste à être solidaire entre les opprimés, nos ancêtres l'avaient. Et si nous l'avons perdu au fil des années, c'est parce que nous avons été occidentalisés. C'est parce que nous avons cédé au piège des Occidentaux qui consiste à nous diviser pour mieux régner. Je n'ai jamais été en Palestine, mais je suis palestinien parce que les Palestiniens sont les opprimés de l'État boucher d'Israël. Je félicite donc l'Afrique du Sud qui a compris cet instinct de solidarité qu'avait semé justement en nous Nelson Mandela. Et ce n'est pas seulement l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud a porté plainte contre l'État d'Israël, mais je veux féliciter les pays et les organisations. Ils sont nombreux, ces pays. Les organisations, elles sont nombreuses, qui soutiennent l'action de l'Afrique du Sud. Et très rapidement, on voit, à part la Belgique, comme pays occidental, qui soutiennent moralement l'action de l'Afrique du Sud contre Israël, tous les pays occidentaux, sous toutes sortes de prétextes, se rangent derrière l'oppresseur d'Israël, tandis que la majorité des pays de l'Afrique, bravo, l'État palestinien, bravo, des pays de l'Asie aussi soutiennent l'action de l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël. Pour gagner la bataille contre l'oppression, nous devons, nous les peuples opprimés, nous liguer entre nous. Je suis africain quand l'Afrique subit l'oppression de la France. Je suis palestinien quand la Palestine subit l'oppression de l'État d'Israël. Je suis haïtien, doublement. Parce que Haïti subit l'oppression des États-Unis. Haïti subit l'oppression du Canada. Haïti subit l'oppression de la France. Puissions-nous, opprimés, nous liguer, nous mettre ensemble pour nous battre contre les oppresseurs, car mathématiquement, nous sommes plus nombreux. Le jour où nous aurons compris ce que nos ancêtres avaient compris, le jour où nous aurons compris ce qu'il y a 60 ans Nelson Mandela avait compris, eh bien, les oppresseurs ne seront pas suffisamment forts, ils n'auront pas assez d'armées, ils n'auront pas assez de pompiers pour éteindre les feux que nous aurons allumés. Nous devons nous battre ensemble pour recouvrer notre liberté. Les Haïtiens doivent montrer leur solidarité avec les Palestiniens. Les Africains doivent montrer leur solidarité avec les Palestiniens. Les Palestiniens doivent montrer leur solidarité avec les Africains, car les oppresseurs sont les mêmes. Ils sont motivés par le même mobile. Le vol de nos ressources, le nettoyage ethnique pour occuper nos territoires. C'est exactement ce qu'Israël est en train de faire. Je suis contre l'État d'Israël, je suis pour la Palestine comme mes ancêtres avaient pris position contre la France, l'État oppresseur, contre les États-Unis, l'État raciste, contre les Anglais, n'est-ce pas, peuple esclavagiste. Nos ancêtres avaient pris position à plusieurs reprises pour les opprimés. Quand un bateau passait par les eaux haïtiennes rempli d'esclaves africains, Christophe l'a fait arrêter. Le roi Christophe l'a fait arrêter et a libéré ces Africains qui ne le connaissaient pas au nom de la solidarité entre les opprimés. L'empereur Jean-Jacques Dessalines était prêt à acheter chaque esclave noir des États-Unis qui se rendrait en Haïti. Il était prêt à rendre aux maîtres d'esclaves ceux qu'il avait payés pour libérer justement nos frères qui étaient esclaves aux États-Unis. Donc la solidarité entre les peuples opprimés a toujours été un réflexe chez nos ancêtres. Et si nous devons remporter la victoire dans nos luttes contre l'oppression, nous devons, nous les opprimés, nous mettre ensemble. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que les opprimés vont comprendre que leur libération ne sera totale que lorsqu'ils se mettent ensemble. Et si jamais on n'a pas gain de cause à la Cour internationale de justice, on se tournera vers autre chose, car on sait que ces institutions-là ont été mises en place par les États-Unis et pour les États-Unis. La justice n'appartient pas qu'aux Occidentaux, nous aussi nous y avons droit.
Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine à tous et à toutes. Luttons ensemble, nous les peuples opprimés, contre les oppresseurs qui sont les mêmes. Au revoir et bonne semaine.